Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau du débrief. Je suis ravie avec toute l'équipe et nos invités de vous retrouver comme chaque vendredi pour analyser les temps forts de l'actualité de cette semaine. Et on démarre avec le rapport sur l'éducation publié lundi dernier par la Cour des comptes. Un rapport qui pointe les dysfonctionnements nombreux du système éducatif marocain et préconise quelques recommandations pour y remédier. Le ministre de l'Éducation, Mohamed Assa Hassad, a quant à lui fait des propositions dès mardi pour la rentrée prochaine. Nous y reviendrons dans la première partie de cette émission. Et puis ensuite, toujours au Maroc, nous reviendrons sur la décision du roi Mohamed VI d'accueillir les réfugiés syriens qui étaient bloqués à la frontière algéro-marocaine. Et puis pour terminer cette émission, nous irons en Europe pour évoquer cette vague d'attentats qui a notamment frappé la France et l'Angleterre ces derniers jours. Et pour nous accompagner durant cette émission, ce soir, nous recevons Naïm Kamel, directeur de publication de Quid.ma. Bonsoir Naïm. Bonsoir. À vos côtés, M. Abdelhamid Ben Khattab, vous êtes professeur de sciences politiques à la faculté de droit Rabat Agdel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonjour. Et puis enfin, à vos côtés, un spécialiste de l'éducation, Mohamed Gdira. Vous êtes expert en politiques publiques éducatives et vous êtes président de l'Observatoire scientifique de la gouvernance et du management rattaché à l'Université Mohamed V de Rabat. Bienvenue à vous. Merci. Alors, on démarre donc avec ce rapport qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, publié lundi dernier par la Cour des comptes sur le système éducatif marocain. Il a été très commenté, il a été jugé alarmant. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on apprend réellement quelque chose de nouveau dans ce rapport? Que dit-il qu'on ne savait pas déjà? Naïm Kamel. Rien du tout. Avec tout le respect que j'ai pour M. Drizzt et pour ses compétences, c'est un énième rapport, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Il faudrait peut-être qu'un jour on dise mais combien de rapports sur la situation de l'enseignement le Maroc a produit. Je me rappelle que le dernier en date, avant celui du Conseil supérieur de l'enseignement et de la formation professionnelle et de la recherche scientifique, c'est bien celui de la COSEF, qui avait publié la charte. La COSEF qui a été nommée en 1998 et à un moment donné, on jugeait déjà la situation critique, sans compter la situation qui a été avant 1998, parce que le problème de l'enseignement tel qu'il a commencé à se manifester dans sa crise ne date pas des années 90, mais date des débuts des années 80, plutôt que, disons, fin des années 70. On est presque à un demi-siècle du début de la crise. Depuis, nous n'avons cessé de hurler, de crier, de faire rapport sur rapport, réunion sur réunion, séminaire sur séminaire, article sur article. Pour quel résultat? Pour constater que chaque jour, la situation, ou chaque année, chaque mois, la situation s'aggrave. On va revenir dans un instant sur les chiffres publiés dans ce rapport. Monsieur Gdira, un avis d'abord général sur ce rapport de la Cour des comptes? Écoutez, ce rapport est venu confirmer un état de fait qui a toujours existé. Il y a eu énormément de multiples rapports. A-t-on besoin de ce genre de rapport? Je dirais que oui, parce que ça vient consolider des données qui étaient disparates et confirmer le diagnostic, une réalité négative. Nous dire, écoutez, le système éducatif a été saccagé, l'école est à bout de souffle, il y a un problème crucial. Et ce discours, on l'a répété depuis des années, ça fait 35 ans qu'on a crié dans des conférences, dans des séminaires. Mais le problème, c'est un problème de mise en application. Ce n'est pas un problème de rapport. Monsieur Ben Khattab, pour finir le tour de table. Oui, pour ma part, je dirais que le rapport de la Cour des comptes est un rapport nécessaire d'abord. C'est un rapport qui entre dans le cadre du travail routinier de la Cour. Et puis, le rapport est lui-même une occasion pour évaluer un certain nombre de démarches, un certain nombre de réformes qui ont été entreprises dans le cadre de l'enseignement. Maintenant, le rapport n'est pas là pour nous apporter des nouveautés, mais quand même, il est là pour nous rappeler où en sommes-nous. Et c'est un moment, je crois, d'interpellation des différentes politiques publiques en la matière et qui nous permet d'ouvrir d'abord le débat. Mais je crois que l'un des avantages de ces rapports, c'est qu'il nous permet aussi de pointer du doigt la responsabilité de ceux qui
qui sont chargés de mener cette politique publique d'enseignement. Et je crois que s'il y a un domaine où il y a vraiment un non-rapport entre responsabilité et reddition des comptes, c'est l'enseignement, parce qu'il y a énormément de réformes, énormément de choses qui ont été faites, mais on ne sait pas vraiment qui en était le responsable. Et à chaque fois, on nous dit que les réformes n'ont pas abouti, et puis on en passe. Le problème, c'est qui supporte. On va imputer la responsabilité à qui? Alors, et à un moment donné, il faut tout de même, et je crois que s'il y a une critique à donner ou à faire à ce rapport, c'est qu'il n'impute pas de responsabilité à personne d'ailleurs. Alors, donc personne n'est responsable. Je crois parce que tout le monde est responsable. Alors, parmi les constats dressés dans ce rapport, si vous voulez bien, on va y revenir point par point. Un des constats majeurs, c'est le manque d'effectifs d'enseignants qui conduit à une surpopulation dans les classes. Juste quelques chiffres. L'encombrement aujourd'hui touche 38% de la population scolarisée avec des classes de plus de 40 élèves. Le taux de classe encombrée, il va de 16% parfois dans certaines régions dans le primaire, jusqu'à 49% dans le collège, avec des pics qui approchent les 90% dans certains établissements. Cet encombrement scolaire, et on en a parlé longuement d'ailleurs lors de la rentrée dernière, puisqu'il y avait des mesures d'urgence qui ont été prises face à ça. D'abord, est-ce qu'il est nouveau et comment on l'explique? Mohamed Gdira. Oui, il n'est pas nouveau, d'abord. Et les chiffres, à mon avis, sont des chiffres erronés, parce que les normes internationales ne sont pas les mêmes que les normes marocaines, ça je l'ai dit, je l'ai répété. Et donc, alors on le rappelle, la norme internationale c'est 20 à 22 élèves par classe. La norme au Maroc c'est 40. Oui, dans certains pays on tolère 24, mais ici lorsque ça dépasse 40, alors on peut parler d'encombrement. Il y a des classes encombrées. C'est une norme arbitraire. Non, ce n'est pas une norme arbitraire, c'est une norme pédagogique. C'est une norme pédagogique. Vous parlez que la norme internationale et la norme marocaine sont deux normes différentes. Ça veut dire, déjà qu'on parle de normes, on parle de normalité, que c'est comme si on sous-entend qu'il est normal. Non, je comprends, j'entends ce que vous dites. Il faut juste préciser les mots. Quand on va parler d'encombrement à partir de 40. Non, je suis désolé. On va parler d'encombrement au moment où le seuil pédagogique est dépassé. Et c'est là où... Vous voulez dire que ce n'est pas un instrument de mesure adéquat? Adéquat, c'est-à-dire 40, c'est un nombre qu'on a décidé, on a dit, bon, dans la classe marocaine, c'est 40 élèves. Et c'est ça notre norme. On va parler d'encombrement à partir de 40. Alors que normalement, on devrait le définir quand ça touche la qualité. La science l'a défini, l'expérimentation pédagogique l'a défini. Partout ailleurs, au Canada, en Norvège, c'est-à-dire qu'on a fait énormément d'expérimentations et on a trouvé que l'apprentissage est adéquat lorsqu'on est dans un ratio un professeur par 20 jusqu'à 24 élèves. Voilà, on est d'accord. Voilà, tout à fait. On est d'accord. Donc ici, c'est de l'arbitraire. Voilà, on a dit 40, qui a tracé 40, qui a décidé que c'est 40 ? On ne sait pas. Au moins, il faut s'aligner sur une norme internationale. On sait, qui est fiable scientifiquement. Je crois que, moi, à mon avis, le taux d'encombrement n'est pas de 38. Vous pensez qu'il est plus élevé? Il est beaucoup plus élevé que ça. C'est une moyenne? Oui, non, ce n'est pas une moyenne, parce que... Parce qu'il y a des fourchettes dans le rapport. Il y a des fourchettes. Tout à l'heure, ça va de 16 à 49%, voire à 90% dans certains établissements. Ils ont divisé ça en trois. Ils ont considéré qu'il y a des classes encombrées, allégées et... mais les classes allégées, ce qu'ils considèrent comme classes allégées, pour moi, c'est des classes normales. C'est-à-dire, pour eux, 24 élèves, c'est une classe allégée. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut revoir... d'abord, la nature du débat. Actuellement, on est en phase de renverser la vapeur. Si on prend cette décision aujourd'hui, sinon on va retomber toujours dans ce qu'on a dit il y a des dizaines d'années. Naïm Kamel. Je voudrais juste ajouter une petite remarque parce qu'a dit Ibn Khattab tout à l'heure. Il a dit sur le rapport de la Cour des comptes qu'il est là, c'est très bien, il va nous permettre d'ouvrir le débat. Nous n'avons pas besoin d'un rapport pour ouvrir le débat. Nous avons besoin aujourd'hui de fermer le débat
pour passer au champ du travail et de l'application. Ça fait 50 ans qu'on en débat. Oui. On en a ras-le-bol du débat. Or, la question qui se pose aujourd'hui, on a beau parler de l'insuffisance de l'effectif enseignant, de l'encombrement des classes, il y a d'autres problèmes qui sont moins profanes et dont on ne parle pas beaucoup, c'est-à-dire c'est d'abord les compétences du corps enseignant. Est-ce que la formation du corps enseignant depuis... Ne prenez pas trop d'avance. Je ne vais pas prendre d'avance. On va y revenir tout à l'heure. Parce que c'est un sujet important. Parce que est-ce que l'enseignement d'abord est un problème qualitatif? Moi, je vais poser deux questions ou trois. Est-ce que c'est un problème de quantité ou de qualité? D'abord, moi, si je forme 100, ou on va dire 30% sur 100, mais qui sont performants, c'est mieux que de former 90% qui ne sont pas, qui sont très moyens. Donc, il y a un problème de quantité et de qualité. La deuxième question, elle est énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas délivrer à l'enseignement public marocain un certificat de décès et de dire nous avons atteint le seuil du réformable. Nous ne pouvons plus réformer cet enseignement. Il faut faire autre chose et autrement. Là, c'est la vraie question. Oui. C'est changer de système et tout remettre à plat. Faire autre chose. Corriger, mais de créer. Imaginez, moi, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle la réforme de l'audiovisuel marocain. Pendant longtemps, on a essayé de réformer la RTM. On a fait, ça bouge à la télé, on a fait une ou deux réformes. Ça ne marchait pas parce que le système était tel, pléthorique, effectif, ce que vous voulez. Et à un moment donné, on a dit non, ça ne marche pas. On va laisser ça comme ça. On ne touche pas, parce qu'on ne peut pas y toucher. Et j'y reviendrai pour faire la comparaison avec l'enseignement. Et on a dit on va créer une autre chaîne à côté, destinée, elle, qui va partir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux cadres. Et pendant quelques années, même quelques décennies, ça a marché. Donc, c'est là, aujourd'hui, le problème. Alors, pour ne pas prendre d'avance, je garde cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir l'ultime courage de dire que l'enseignement public, c'est un enseignement qui doit être destiné à remplir ce qui est la fonction de l'État, apprendre à lire et à écrire, et voir comment, à côté de ça, développer, et je crois que c'est ce qui est en train de se faire, sans qu'on le dise, à côté d'un enseignement, que ce soit au secondaire, mais on reviendra à d'autres problèmes, de secondaire, primaire et supérieur, qui, lui, va former les nouvelles élites et les nouveaux cadres. Vous êtes déjà en train de parler des solutions possibles. On termine d'abord sur les constats. Oui, M. Ben Khattab, vous vouliez réagir? Oui, je crois que, à propos d'un certain nombre de politiques publiques que je qualifie de stratégiques, le débat n'est jamais clos. Pourquoi? Parce que nous sommes devant des problèmes qui se régénèrent, qui se reproduisent de manière indéfinie. Donc, à chaque fois, il faut ouvrir le débat, et le débat est toujours relatif. Parce que nous sommes devant un chantier qui n'a pas de perspective, qui n'a pas de fin, en fin de compte. Pour ce qui est de la problématique de l'enseignement au Maroc, je crois que nous n'avons pas encore répondu à un certain nombre de questions de principe. Quel type d'enseignement nous voulons? Parce qu'à partir du moment où on ne sait pas quelle est la finalité de l'enseignement, on veut faire quoi avec l'enseignement? Veut-on former des citoyens capables de lire et écrire et accéder au marché de travail et c'est fini? Ou veut-on vraiment former des citoyens capables de participer à la vie publique, capables de prendre le relais de la modernisation, etc. Je crois qu'on n'a pas encore vraiment débattu là-dessus. Et je crois que le débat va dans le sens, malheureusement d'ailleurs, de manière fâcheuse, va dans le sens
que le système éducatif recherché, c'est celui où on forme finalement des techniciens, des gens capables d'accéder au marché de travail avec un minimum de connaissances techniques, etc. etc. Je ne Donc crois là, pas vous répondez que à la question de la qualité de l'enseignement évoquait oui. Naïm Kamal tout à l'heure. Je ne crois pas que dans un pays comme le Maroc, nous avons besoin de ce type d'enseignement. Nous avons besoin d'un enseignement capable de former le citoyen. Et si jamais on fait le relais, c'est-à-dire la liaison entre le système éducatif et le marché du travail, nous serons toujours perdants. Pourquoi ? Parce que le marché du travail se réforme de manière très rapide, à tel point que l'enseignement public, je parle de l'enseignement public, ne peut pas suivre. Donc finalement, vous vous inscrivez, nous nous inscrivons dans une perspective de perdant dès le départ. Monsieur Gdila, vous partagez cet avis sur la finalité de l'enseignement? Vous pensez qu'il est déconnecté des réalités et des besoins? L'école a deux objectifs majeurs. L'école, elle est là pour rehausser le niveau culturel et intellectuel de la population. Et l'école prépare au marché du travail. Voilà les deux finalités d'une école, quelle qu'elle soit, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Quel type d'enseignement on veut, on ne se pose pas cette question-là. L'enseignement, il y a des experts qui peuvent tracer la nature de l'enseignement qu'on doit dispenser. Je crois, et je reviendrai sur la question de notre ami qui a dit est-ce que le système est réformable? Moi, je dis que oui, le système est réformable. Tout système est réformable, quel qu'il soit. Maintenant, même si on suit la logique avancée par notre collègue, c'est-à-dire qu'on va mettre l'école publique, et qu'est-ce qu'on va mettre? On va créer une nouvelle école publique. L'école publique est là. Il y a 5 controverses dans cette école publique. La première controverse, c'est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Est-ce qu'on le fait bien ou on ne le fait pas bien? Deuxième controverse. Alors, juste par rapport à ça, un chiffre juste qui a été avancé par une étude, baromètre de l'apprentissage dans le monde arabe, c'était en 2014 et c'était fait par un think tank, Brookings. 60% des enfants marocains ne tirent rien de leurs études dans le cycle primaire et secondaire. Oui, tout à fait. Moi, je dirais beaucoup plus, même en France, le chiffre est de 40%. Ça, c'est un pays développé. Non, il ne faut pas raisonner à court terme. Il faut raisonner à long terme. Et tant que nous sommes dans le système, on peut le réformer, on peut corriger, infléchir et faire des réflexions. Je parlais des enjeux, je parlais des controverses. Deuxième controverse, c'est la formation continue des enseignants. Alors on revient à ce qu'évoquait Naïm Kamal. C'est difficile pour moi de suivre mon conducteur parce qu'il de la formation initiale des enseignants. D'accord. Là, c'est la formation. Je parle de la formation en général. Voilà, de la formation. La formation continue des enseignants et la formation initiale, et ça, je le rejoins dans ce domaine, parce qu'aujourd'hui, les 24 000 qui seront recrutés... Alors, c'est l'annonce faite par le ministre de l'Éducation d'ici fin juin. Attendez, M. Bloch, on laisse finir M. Gdila, je vous donne la parole. Alors, il y a un problème de management des établissements. Il y a une logique actuelle. On prend un professeur, un enseignant, et on lui dit, bon, par ancienneté, vous allez diriger un établissement. Le management, c'est une discipline, c'est une science, c'est un apprentissage, c'est un métier, le management. On ne peut pas donner à un enseignant de lui dire « allez-y, vous pouvez diriger un établissement ou une délégation ou une direction ». Ça, ce n'est pas possible. Il faut former... Donc il y a un déficit de formation. Il y a un déficit, non, ce n'est pas des formations, un déficit de management. Oui, de formation, je veux dire en management. Il y a aussi un déficit de gouvernance et de pilotage. Et lorsque je dis gouvernance, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire la manière de prendre la décision. Qui prend la décision aujourd'hui? Il y a des académies, il y a des directions régionales, mais... Vous voulez dire qu'il y a un problème de concertation qui crée une planification difficile? Il y a une centralisation de la décision. 95%, et je suis gentil lorsque des décisions sont prises au niveau central. Donc il y a des académies fantoches, je dirais une structure d'académie, mais où on ne prend pas des décisions stratégiques. Il y a la dernière controverse, c'est le problème de la décentralisation et le problème
de la participation du corps enseignant à la décision. Alors, toutes ces, je vous donne la parole, M. Benkhattab, mais ces questions de planification font partie des préconisations dressées par la Cour des comptes, notamment pour avoir une planification pluriannuelle qui tienne compte de la vision 2015-2030. M. Benkhattab. Oui, je crois que nous avons vraiment là un problème, parce que ramener toujours les politiques publiques à des dimensions managérielles, c'est ce qui fait leur échec dès le départ. Pourquoi? Chaque politique publique a besoin d'un référentiel, c'est-à-dire d'un référentiel, d'un débat public, d'une prise de conscience qui permet de se mettre d'accord sur les principes fondateurs de telle ou telle politique publique. On ne peut pas aborder la politique publique d'enseignement comme ça, de manière très très technique, de manière comme si on est en train de faire de l'ingénierie de l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas un domaine d'ingénierie. L'enseignement, c'est un domaine politique d'abord. C'est un problème politique. Pourquoi? Parce que ça nous permet de fonder, de construire le citoyen, mais ça nous permet... L'école, c'est d'abord le berceau, en fin de compte, de la socialisation politique. C'est là où on forme vraiment le citoyen, que ce soit actif dans le marché de travail ou qui participent dans la vie publique. Mais je crois que M. Gdira a évoqué tout à l'heure les deux vocations de l'école. Là, il parlait de la façon de gérer un établissement scolaire. Ce sont là des problèmes très techniques qui peuvent être facilement gérés, réglés par les techniciens du domaine. Mais on ne peut pas, en aucun cas, attendez, M. Gdira. En aucun cas, réformer un système éducatif en l'absence d'un référentiel clair qui permet de définir quelles sont les lignes de base, qui sont les orientations de base de ce système. Sinon, Naïm Kamel, vous avez 2 minutes avant la pause. Nous sommes en train de parler, de raconter des lapalissades, des évidences, des truismes. Si vous voulez, j'utiliserai tous les synonymes parce qu'on parle que de ça. La vocation de l'enseignement, ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit faire, on sait à quoi sert l'enseignement, on sait pourquoi la plus grande part du budget après l'armée ou juste avant l'armée va à l'éducation nationale. Tout ça, tout le monde le sait. Maintenant, moi, je vais vous paraître peut-être populiste. Mais c'est comment le faire et qui le fait. Or, aujourd'hui, j'ai une question. Autrefois, ça se posait autrement. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des problèmes qu'on n'ose pas toucher trop. C'est qu'on n'a jamais eu au Maroc l'école unique pour tous les Marocains. De telle manière à que, dans une première phase, les décideurs, qui décidaient de la qualité de notre enseignement, mettaient leurs enfants dans des écoles étrangères, pour ne pas les nommer, on les connaît. Et après, les cadres moyens, à tel point et de telle manière que personne de ces décideurs ne vivait le problème ou les problèmes de l'enseignement au Maroc dans sa chair. Et ça, c'est un décalage important. À tel point, et ça a été dit à un moment donné, qu'on les soupçonnait de reproduction d'élites de façon génétique. C'est-à-dire favoriser. L'enseignement n'est plus un ascenseur social. Moi, le dernier des Mohicans dans l'ascenseur social, c'est l'actuel ministre de l'enseignement, Assad. C'est quelqu'un qui est venu d'en bas, d'un petit village, d'un petit douar, et qui a fait l'ascension la plus totale. Il y avait Mziam Belfaqi, il y avait d'autres. Mais qu'on me montre quelqu'un des nouvelles générations qui a pu percer en venant de l'enseignement public marocain. Ça, c'est une étude. Ce que vous voulez dire, c'est que... C'est une étude que j'aimerais qu'on fasse. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des cadres, nous avons les enseignants, nous avons les cadres pédagogiques du ministère et des académies, nous avons tous ce beau monde. Et moi, je pose une question qui peut paraître populiste, mais parfois les questions les plus populistes sont combien de ces gens-là mettent leurs enfants dans l'enseignement public marocain? On reste sur cette question, Naïm Kamel, juste le temps de faire une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. On continue de décrypter ce rapport de la Cour des comptes sur le système éducatif au Maroc. Monsieur Gdira, Naïm Kamel posait une question juste avant la pause sur l'absence d'école unique. Et avec cette question, est-ce que ça favorise une reproduction des élites et explique peut-être un peu la déliquescence du système aujourd'hui? Il y a une école publique unique, mais à plusieurs vitesses. Ça, il faut le reconnaître. Il y a d'autres systèmes à côté, en parallèle. Il y a l'école privée, il y a les missions françaises, belges, américaines. Moi, je crois que je suis pour cette richesse de
d'avoir sur un plateau plusieurs offres. Oui, plusieurs offres. Ça, c'est la richesse, une richesse extraordinaire. Maintenant, il faut réformer l'école publique. Il faut revoir l'école publique. C'est là le problème. Le problème n'est pas dans l'école privée. Le problème n'est pas dans une école privée ou les écoles de deux missions. Pour moi, c'est une richesse. Hein? Si on me demande est-ce qu'on doit enseigner le taïwanais, je dirais oui. Il n'y a aucun problème, c'est pas là le problème. Et dans l'école publique marocaine. Dans l'école publique marocaine, bien sûr. Pas dans des écoles spécialisées non. dédiées à ceux qui en ont les moyens. Je parle de l'école publique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut réformer. Et j'ai parlé de controverse tout à l'heure. Et c'est là le grand problème. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de politique. Non. Un problème de politique, de dire un problème des politiques, oui, mais pas de politique. Parce que ce sont les politiques qui font la politique. Hein? Et donc, je crois qu'il y a un problème majeur aujourd'hui. Il y a une incompétence, il y a une insuffisance de techniciens capables de piloter le système. Voilà alors, on a parlé de la planification tout à l'heure, qui est un des problèmes centraux soulignés. L'absence aussi de système informatique centralisé qui permet une remontée d'informations et donc une meilleure utilisation. Pas centralisé, mais intégré. Intégré, voilà. Oui. Alors, juste pour qu'on revienne quand même sur quelques constats pour nos téléspectateurs, on a beaucoup parlé des enseignants. Il y a aussi la question qui se pose de pourquoi est-ce qu'on n'applique pas les projections faites par les cartes scolaires. Parce que, par exemple, sur le plan des enseignants, on dénombre une pénurie de 16 700 enseignants pour cette année, alors que les cartes scolaires théoriques montrent un excédent de plus de 14 000 enseignants. Alors, comment on explique ce décalage ? Le décalage s'explique par 3 éléments. D'abord, la carte scolaire n'est pas faite comme il faut la faire, premièrement. Deuxièmement, il y a des ingérences pour pouvoir affecter tel ou tel professeur. Il y avait des ingérences. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui il y a des ingérences, mais il y a tout un cumul. Troisième élément, je dirais, on n'a pas bien projeté le processus démographique. Et donc il y a un décalage entre la projection démographique et la carte scolaire. Voilà et l'anticipation. Je crois que les gens pensent qu'on peut faire de la planification. La planification, elle est indicative. Elle n'est pas impérative. Nous ne pouvons pas actuellement avoir des chiffres exacts. Il y a la règle qu'on appelle la règle de Pareto. Si dans une projection, on arrive à 80-20, c'est-à-dire 80% de réussite et 20, ça veut dire qu'on a fait un score extraordinaire. Alors, par rapport aux solutions qui peuvent être préconisées, alors il y a des solutions qui peuvent paraître des solutions d'urgence. Mohamed Hassad, le ministre de l'Éducation, a annoncé le recrutement de 22 000 nouveaux enseignants d'ici fin juin, 24 000. Il a également annoncé la restructuration de beaucoup d'établissements scolaires. Ça fait partie aussi les infrastructures des principaux points posés par le rapport. Est-ce que ce sont des solutions qui sont durables sur le long terme ou est-ce qu'elles nécessitent après des appuis pour les conforter, notamment sur le plan de la qualification des enseignants ? Je vais juste répondre peut-être à côté, mais volontairement à côté. L'un des problèmes de l'enseignement, et je crois qu'un discours du roi Mohamed VI l'avait pointé, et parfaitement, récemment, je crois que c'était à Tanger, lors de la fête du trône, discours du trône, il a dit, mais c'est quoi cette réforme que chaque ministre qui vient balaye ce qu'il a passé et recommence quelque chose de nouveau à zéro. Il va falloir poser également ce problème. Maintenant, vous parlez du problème des enseignants. Vous savez, les enseignants qui arrivent aujourd'hui sur le marché, dans leur formation, et la qualité de leur formation, ce sont les enfants de cette école. Ceux qu'on a vu faire la grève il y a 2 ans, et dire que, voilà, on veut passer son concours, on veut entrer son concours, on veut faire ceci et cela, etc., où il y a eu un tollé général, et qu'à un dernier moment, le gouvernement, qui avait raison, pour une fois, dans son attitude, abdique et cède à la rue, ces enseignants qu'on veut, qu'ils soient 24 000, 50 000, 100 000, 2 000, là n'est plus le problème.
Moi, j'en connais des gens qui entrent au centre pédagogique et de formation pour devenir enseignant. Il leur faudra 6 autres années d'enseignement intensif et serré, encadré, pour qu'ils soient capables vraiment de reproduire un enseignement. Sinon, qu'on envoie 20 000 ou 4 000, c'est pour reproduire ce qui est déjà fait. Il faut qu'on dise... Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure je disais, je peux ou je ne peux pas? Oui, allez-y. Je peux, d'accord. Alors, pour vous dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, sans le dire? On est en train de laisser l'enseignement public sur son chemin. Et je ne l'ai pas dit gratuitement tout à l'heure en disant recentrer l'enseignement public marocain sur ses missions. Parce qu'à côté, qu'est-ce qu'on est en train de développer? Avec plus ou moins de réussite, avec plus ou moins de succès, ça dépend des secteurs. Un enseignement primaire, secondaire et supérieur privé, avec des écoles qu'on appelle des écoles de performance et de qualité, etc. Est-ce qu'on n'est pas vraiment là en train de trouver une solution à ce problème et qu'on est arrivé quelque part à cette question que j'ai posée au début, la réformabilité ou l'irréformabilité du système actuel? C'est-à-dire, on va laisser... Et l'idée n'est pas saugrenue, n'est pas bête. On va laisser cet enseignement, il va apprendre l'essentiel, c'est-à-dire donner les moyens d'accès au savoir, à la lecture, à l'apprentissage à un certain nombre d'élèves, parce qu'au fait, l'enseignement obligatoire au Maroc, c'est 9 ans. Non, c'est important ce que je dis. Non, je sais bien que c'est important. C'est juste il faut juste essayer de trouver le moyen, de créer des passerelles entre cet enseignement de qualité avec des moyens de bourse pour la qualité et repêcher ce qui peut l'être de l'enseignement public et créer d'autres voies, parce qu'on a besoin aussi de formation professionnelle. Nous avons besoin de plombiers professionnellement formés, nous avons besoin de réparateurs de téléphone, nous avons besoin de réparateurs de télévision, nous avons besoin d'un tas de secteurs où c'est le bricolage qui est maître du terrain. On a besoin de beaucoup de choses. Donc, il va falloir recentrer tout ça et je crois que c'est en train d'aller un peu dans ce sens. Est-ce que ça va marcher, ça ? Monsieur Ben Khattab, et ensuite le mot de la fin pour Monsieur Gdira. Oui, je crois que nous avons 2 problèmes essentiels. D'abord, c'est la managérialisation de l'enseignement. Donc, à chaque fois, on revient aux problèmes techniques de l'enseignement qui touchent l'enseignement. Je crois que ces problèmes techniques n'en finissent pas, d'ailleurs. Il n'y a pas de modèle parfait. Et puis, il y a un autre problème, c'est l'éclatement du système d'enseignement. Nous avons plusieurs systèmes d'enseignement qui posent une vraie problématique qui est celle d'accès des citoyens à l'enseignement. On bafoue là un principe fondamental de la Constitution qui est l'égalité des chances des citoyens devant les services publics. Et puis on a, en fin de compte, un système d'enseignement qui est destiné à l'élite et un autre système d'enseignement qui est destiné aux fils de peuple pour reproduire en quelque sorte la marginalité. Et je crois que si on continue dans cette voie-là, il n'y aura pas de réforme. Même si on réforme, il y a toujours derrière le mur. Donc je crois qu'il faut vraiment cibler la réforme pour faire en sorte que le citoyen ordinaire, lambda, peut lui aussi accéder à un enseignement de qualité, un enseignement qui lui permet d'abord de participer à la vie publique et puis d'intégrer le marché du travail comme un citoyen à part entière. Monsieur Gdira, oui, très rapidement. Justement, puisque vous donnez le mot de la fin, Monsieur Gdira, moi je voudrais juste dire une chose qu'on n'a pas abordée et qu'il va falloir peut-être rien que pour ça faire une émission spéciale, c'est le contenu du programme. Aujourd'hui, il est à consonance obscurantiste. Il ne faut jamais l'oublier. Aujourd'hui, le corps enseignant est islamisé. Et ça, c'est une autre dimension de la qualité de l'enseignement. Il va falloir y faire très attention. Et j'espère que M. Gdira y reviendra dans son mot de la fin. Monsieur Gdira, s'il vous plaît, il nous reste très peu de temps pour conclure sur ce sujet. Mais peut-être une question un peu finale. Est-ce que vous croyez à la réforme, à l'aune des recommandations qui sont faites par la Cour des comptes et des décisions qui viennent d'être annoncées par Mohamed Hassad? Je crois à la réforme. Il n'y a pas de système qui n'est pas réformable. Ça, il y a un petit bémol, c'est que le temps politique n'est pas le temps de la conception de la politique éducative. Et ce qui a été dit par Naïm Kamal,
c'est que le temps politique, lorsqu'il y a un ministre qui vient, il est là pour 1 année, 2 ans, 3 ans. La politique éducative, c'est quelque chose c'est un processus de long terme, de longue haleine. Et donc, il n'y a pas on ne coïncide pas. Actuellement, il y a une inadéquation de temps. Deuxièmement, nous sommes en train, c'est-à-dire les responsables sont en train de travailler sur une loi cadre pour dépasser c'est-à-dire que si nous avons travaillé sur des réformes, on va essayer de les garder, de les accumuler et de trouver d'autres éléments de réforme. Alors, moi, je parle de 2 éléments, si vous le permettez. Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement. Il y a la révélation. Et je dis la révélation, excusez-moi, c'est le rapport. Hein. Il y a plusieurs rapports étaient des révélations. Mais il y a l'élévation. Hein. L'élévation, c'est ce processus d'apprentissage. Hein. L'école n'est pas là pour métamorphoser. L'école est là pour former. Hein. Et former, c'est quelque chose qui est facile. Hein. Il est facile dans le sens, attention, facile, il ne faut pas le prendre... il est facile, on peut le faire, on peut réformer, on peut aller de l'avant. C'est un problème managérial, je le répète. Hein, la décision politique, elle est faite. On peut la critiquer comme on peut être avec, mais comme l'a dit Sinaïm Kamal, il y a un problème de qualité, hein, un problème énorme. Il faut faire attention à cette islamisation. Du système éducatif. Merci beaucoup, Monsieur Gdira et messieurs, de nous avoir aidés à décrypter donc ce rapport de la Cour des comptes sur le système éducatif. Il nous reste 10 minutes pour évoquer les 2 autres sujets. On commence par cette décision du roi, mardi 20 juin. C'était à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés, d'accueillir les réfugiés syriens qui étaient bloqués à la frontière maroco-algérienne. Voilà le communiqué du cabinet royal qui est tombé mardi 20 juin dans la soirée. En vertu de considérations humanitaires et à titre exceptionnel, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions aux autorités concernées à l'effet de procéder au traitement immédiat de la situation d'un groupe de 13 familles de nationalité syrienne se trouvant depuis plusieurs semaines à la frontière algéro-marocaine. Cette haute sollicitude royale traduit une fois de plus l'engagement humaniste du royaume dans le traitement des problématiques migratoires et intervient en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, mois de piété et de solidarité. Voilà pour le communiqué. Naïm Kamel, est-ce qu'on peut d'abord juste rappeler un fait pour comprendre comment ces réfugiés, ces 13 familles syriennes se sont retrouvées coincées entre les frontières algériennes et marocaines? C'est tout simplement parce que l'Algérie, malheureusement, a pris l'habitude, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis que d'abord la migration subsaharienne a commencé, de prendre les gens aux frontières sud, quand il s'agissait des subsahariens, aujourd'hui de les prendre à l'est et de les déverser sur la frontière marocaine sous prétexte que leur destination, c'est voulu par eux-mêmes, c'est le Maroc. Et c'est le Maroc où, au début, c'était d'accéder à travers le détroit de Gibraltar, parce que c'est l'une des plus courtes distances entre l'Europe et le Maghreb en Méditerranée. Donc, et puis de noyer également le Maroc. Longtemps, le Maroc a fermé les yeux, puis à un moment donné, il avait commencé à mettre le haut là en disant on ne peut pas accueillir. D'ailleurs, on a vu que ça crée beaucoup de tensions. On a des problèmes avec l'Europe, on a des problèmes avec nous-mêmes, à l'intérieur même. Vous vous rappelez, il y a 3 ou 4 ans, les incidents de Tanger entre les subsahariens et les Marocains qui ont failli dégénérer et que le Maroc essaie de mener quand même une politique. Et ça, il va falloir un jour, et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire, que autour de ce problème, parce qu'il ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs le communiqué du cabinet royal a bien précisé que, à titre exceptionnel, la prochaine fois on ne permettra pas la même chose. D'ailleurs, le geste du Maroc, pour le comprendre à sa juste valeur, il a été salué par le HCR, par le secrétaire général de l'ONU, dont le porte-parole s'est félicité le Maroc d'avoir pris cette initiative, alors que pendant toute la propagande algérienne voulait mettre tout ça sur le dos du Maroc. Maroc. Mais c'est un problème qu'il va falloir qu'un jour les États concernés, d'abord les Arabes, sachant que le Maroc est déjà impliqué en Jordanie, financièrement, et humainement et médicalement, à travers les hôpitaux, l'hôpital de campagne, à travers beaucoup d'assistance. Il va falloir qu'on s'assoie pour dire, bon, avec les pays concernés, que ce soit la Turquie, la Jordanie, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Arabie Saoudite,
il faut qu'on dise, bon, il y a un problème, il faut que chacun prenne sa part. Au moins pour les problèmes, il ne raccourcit rien. Monsieur Ben Khattab, est-ce que cette décision, d'ailleurs, elle s'inscrit dans une politique migratoire et d'asile mise en place par le Maroc, qui a été réformée par le Maroc depuis 4 ans maintenant? Les ressortissants syriens, juste pour donner un chiffre, ils font partie aujourd'hui du plus gros contingent de réfugiés au Maroc. Ils sont près de 3500 à être aujourd'hui sous mandat du HCR. Est-ce que cette situation pourrait permettre de donner peut-être un coup d'accélérateur au projet de loi sur le droit d'asile? Il faut préciser que c'est une mesure qui est exceptionnelle. Le Maroc, jusqu'à présent, n'a pas de loi propre en matière de droit d'asile. Donc, la situation des réfugiés sera une situation provisoire, une situation... on va voir comment ils seront traités. Je crois qu'une partie, ceux qui ont de la famille ici, d'ailleurs, il s'agit de combien de 13 familles, de 28 personnes. Familles. Aujourd'hui, 7 ont décidé de rester au Maroc. Oui, voilà, parce qu'ils ont de la famille ici. Donc, il y a le regroupement familial. Donc, et on rappelle que l'Allemagne et le Canada se sont proposés d'accueillir aussi voilà, donc c'est une mesure exceptionnelle. Je crois que le Maroc est amené, durant les années à venir, ou les mois à venir, à penser une politique migratoire, c'est-à-dire à légiférer une loi qui définit le contour du droit d'asile. En fin de compte, le droit d'asile, il y a un petit problème là-dessus. Lorsqu'on offre l'asile à des gens en situation précaire, ce n'est pas de la charité quand même. C'est un droit universel qui est garanti par la Convention de Genève de 1951. Donc, et lorsqu'on donne, on garantit le droit d'asile à... Et on doit se mettre à niveau pour être en conformité avec cette convention. Il faut les prendre en charge, il faut avoir les moyens. Jusqu'à présent, on ne voit pas comment les moyens ont été mobilisés. Mais je crois qu'il y a de la bonne volonté tout de même de la part du Maroc pour pouvoir exceptionnellement réagir face à cette situation. Oui, M. Gdira, vous vouliez ajouter quelque chose? Je pense qu'il faut garder cette décision dans son cadre humanitaire. Il ne faut pas extrapoler dans des stratégies très politiciennes. Dans un cadre humanitaire, c'est vrai qu'il n'y a pas encore cette question de droit d'asile pour certaines catégories. La logique veut que Sa Majesté a intervenu dans le bon sens et a donné refuge à ces gens-là. C'est un acte humanitaire extraordinaire, un acte de sagesse. Voilà. Merci. Alors, il nous reste maintenant très peu de temps pour aborder le dernier sujet, mais quand même une phrase de Naïm Kamel. Je sens que vous avez envie de vous exprimer là-dessus. On part en Europe, donc avec ces dernières vagues d'attentats. Juste pour rappeler quelques faits, dans la nuit de dimanche à lundi dernier, à Londres, un homme a foncé sur les fidèles de la mosquée de Finsbury Park. Un mort, 10 blessés. Lundi 19 juin, c'est Paris qui a été marqué par un attentat sur les Champs-Élysées avec un Français de 31 ans. Tentative d'attentat qui s'est projeté avec sa voiture contre un fourgon de gendarmes avant de décéder d'un arrêt cardio-respiratoire. Et puis le lendemain, mardi 20 juin, une nouvelle tentative à Bruxelles avec un Marocain, cette fois de 36 ans, qui a fait exploser sa valise au milieu d'un groupe de voyageurs, heureusement sans faire de blessés, avant d'être arrêté. Juste, on a le sentiment qu'il y a une accélération en ce moment d'actes isolés avec des moyens finalement assez faibles. Est-ce que ce sont des loups isolés? Est-ce que c'est un peu la course vers, on ne va pas dire le désespoir, mais la tentative de déstabiliser à tout prix et n'importe comment? Je crois que, du moins, je l'espère, qu'on est sorti du cycle des grands attentats organisés, si on excepte celui de Chelsea, qui a été... Manchester. Manchester, qui a été plus ou moins bien mené. 22 morts, on le rappelle. Entre guillemets, bien. Non, on comprend qu'il n'y a pas de jugement de... C'est pas pour dire que c'est... Qui a atteint son objectif. Oui, donc il y a l'objectif. On voit que, par exemple, tout ce qui s'est passé ces derniers mois à Paris, que ce soit à Orly, au Louvre, que ce soit sur les Champs-Élysées, c'est des attentats ratés et avec la plupart du temps des moyens dérisoires. Des couteaux, des marteaux. Et on s'attaque à des militaires qui sont bien entraînés et bien organisés. Donc, est-ce que on l'a vu également à l'attentat de Bruxelles, il n'a pas marché. Les attentats avortent de plus, enfin les tentatives d'attentats avortent de plus en plus. Moi, est-ce que ça ne serait pas permis d'en déduire qu'il y a une déconnexion entre les réseaux
installés en Europe ou les sympathisants qui sont en Europe de ce qu'on appelle l'État islamique, qui est quelque chose qu'il va falloir un jour peut-être décortiquer plus profondément pour savoir qu'est-ce que c'est cette histoire, parce qu'on dit tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça. Et on voit à côté de ça la contre-réaction, parce que l'attaque de la mosquée à Londres, c'est une réaction. Un acte islamophobe, des actes islamophobes qui se sont d'ailleurs multipliés ces derniers temps en Grande-Bretagne. Mais c'est un acte de réaction. C'est-à-dire que, également, d'autre côté, et c'est là peut-être où ça risque d'être dangereux, on va se trouver population contre population. Alors, juste pour citer une citation d'un expert en terrorisme, Jean-Charles Brizard, c'est le directeur du Centre d'analyse du terrorisme, c'est à l'Express le 21 juin, et pour reprendre ce que vous disiez sur ces frappes qui ont un effet minime, l'essentiel pour les organisations terroristes, c'est que ces frappes aient un retentissement médiatique important, même si ces actions sont limitées en termes de victimes et menées par des hommes seuls, leur multiplication donne le sentiment que ces organisations sont en train de maintenir une pression importante sur les pays occidentaux. On est dans une guerre du harcèlement. Vous n'êtes pas d'accord, Naïm Kamel? On a un retentissement médiatique, mais c'est parce qu'on veut leur donner ce retentissement médiatique. Et ceux qui leur donnent ce retentissement médiatique, je vois que le traitement, quand il y a eu l'attaque de la mosquée, il n'y a pas eu d'édition spéciale, il n'y a pas eu d'information continue, il n'y a pas eu tous les débats qu'on a vus autour de ça. Il faut prendre ça avec beaucoup de gants. Oui, Monsieur Ben Khattab, et ce sera le mot de la fin, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Justement, on est passé maintenant d'un terrorisme très bien organisé qui nécessite beaucoup de moyens à un terrorisme de proximité qui est fomenté avec des loups solitaires qui peuvent frapper n'importe où, n'importe comment, avec des moyens rudimentaires. L'essentiel, il faut toujours dire pourquoi ces gens-là frappent avec des moyens rudimentaires, parce qu'ils veulent semer le doute dans les systèmes démocratiques. Ils savent très bien, la pression, c'est ce que disait Jean-Louis Brizard. Voilà, les terroristes savent très bien qu'ils ne peuvent pas ébranler les systèmes démocratiques. Alors on fait quoi? Ils essaient de semer le doute dans ce système. Mais je crois qu'ils ont gagné là où les systèmes totalitaires ont perdu, c'est-à-dire à réduire les libertés des citoyens dans les pays démocratiques. Et on voit très bien qu'il y a énormément de mesures administratives dans les pays occidentaux, des mesures législatives liberticides qui sont adoptées actuellement sous pression de cette, je dirais, phobie générale. Donc, ils ont réussi en quelque sorte. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accompagnés ce soir pour l'analyse de cette actualité riche. Merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Média TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous avec toute notre équipe vendredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous.